et bienvenue pour la présentation sur la fasciathérapie et plus particulièrement sur les bénéfices que peut apporter la fasciathérapie sur la fibromyalgie. Alors, je me présente, je suis Marion Boisseau, je suis fasciathérapeute depuis 2010. J'ai rencontré la fasciathérapie lorsque j'étais adolescente. La physiothérapeute de l'époque faisait déjà de la fasciathérapie. Et j'ai gardé un très bon souvenir de cette méthode. Puis j'ai fait des études de physiothérapie et rapidement j'ai rencontré des difficultés pour mes patients qui avaient des douleurs chroniques. Et je me suis souvenue de ce que j'avais ressenti il y a donc quelques années auparavant. Et je me suis lancée dans des études de fasciathérapie. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'avais un apport supplémentaire pour ces clients qui souffraient. Et ça permettait un bénéfice pendant les séances, un répit, et même pendant quelques jours après la séance. Je vous propose le sommaire suivant. Je vais vous présenter la fasciathérapie et les fascias. Puis, dans un second temps, je vais vous expliquer l'apport de la fasciathérapie lorsque l'on vit avec une fibromyalgie. Et enfin, nous allons voir concrètement quels sont les outils de la fasciathérapie. La fasciathérapie est une thérapie manuelle et gestuelle qui a commencé dans les années 80. Elle sollicite les capacités d'autorégulation du corps, c'est-à-dire que notre action vise à mobiliser la réponse du corps pour retrouver le chemin de la pleine santé. La fasciathérapie fait partie de ce nouveau métier qu'on appelle en Suisse la thérapie complémentaire. Il y a 22 autres méthodes comme la kinésiologie, le shiatsu, la réflexologie, l'ayurveda aussi. Et nous avons tous en commun de solliciter les capacités d'autorégulation du corps. Nous avons aussi en commun de prendre en compte l'ensemble de la personne qui souffre en prenant à la fois ses douleurs corporelles, mais aussi ses troubles émotionnels, ses difficultés émotionnelles. Et nous avons aussi comme objectif de développer la perception du corps, c'est-à-dire la façon dont on le ressent et la relation que l'on a à son corps comment on le vit, comment on se sent avec. Je vais réexpliquer ça un petit peu plus loin. Les fasciathérapeutes, nous faisons ça par l'intermédiaire des fascias. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà pris connaissance des fascias? Oui, il y en avait quelques-uns. Alors, il y a quelques années, Arte a fait un documentaire sur les fascias qui a permis de faire connaître un peu plus au grand public ces tissus vivants. Et puis, plus récemment, sur la radio suisse romande, nous avons eu un reportage de 36.9 qui a repris justement une partie de ce document. Je pense que vous pouvez le retrouver encore en streaming ou en replay. Donc les fascias sont des membranes plus ou moins élastiques que nous avons partout dans le corps, qui sont omniprésents, de la tête aux pieds et de la superficie jusque dans la cellule. Ils sont souvent comparés à une toile d'araignée en 3 dimensions. On va bien les détailler après et puis comprendre leurs propriétés. D'abord, je vais vous proposer une vidéo du docteur Guimberteau, qui est un chirurgien français et qui a réussi en 2015 à filmer l'intérieur de notre corps et tous ces fascias, et qui nous a permis d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que sont les fascias. Alors, ça dure 30 minutes, mais je vais vous en montrer juste 1 minute 30. Alors, mais avec une dynamique bien particulière. Oh là, le son n'a pas l'air super. On va essayer quand même.
des systèmes hydrauliques sous pression différentes. Un véritable spectacle de structures fibrillaires à forme pseudo-géométrique. La peau, la graisse, ce spectacle occupe l'intégralité de la scène. Mais quelles sont ces structures? Que font-elles? À quoi servent-elles? Immergeons-nous dans ce monde de fibrilles. À la première observation, on remarque soit des surfaces assez larges, réfringentes comme des lames d'acier, surfaces diaphanes d'apparence proche, soit des fibrilles longitudinales, terriblement semblables, élancées, fines, longues ou courtes, renflées ou cylindriques. La diversité est partout et la variété totale. Architecture de plumes d'oiseaux, de tiges creuses de roseaux, fagots de joncs, minces fétus d'épis de blé dont la résistance à la traction est considérable. Filins, matures, attaches avec des anneaux diaphragmés raidisseurs renforçant la solidité comme la tige articulée d'un bambou, voiles transparents, gouttes de rosée. La continuité tissulaire est donc totale. Le mélange est homogène et l'organisation complètement irrégulière, désordonnée fractale, à savoir que l'on trouve entre les grandes fibrilles d'autres plus petites de même nature et ainsi de suite. Il s'agit là d'un véritable chaos fibrillaire. Alors, ça s'appelle Promenade sous la peau, si vous voulez le regarder en entier sur YouTube. La recherche sur les fascias a énormément progressé depuis 30 ans. Depuis 2007, il y a des congrès internationaux de fascia. Et la recherche en biomédical publie environ 1000 publications par an sur le thème des fascias. Aujourd'hui, on a toutes les raisons de penser que le fascia a toute sa place dans le fonctionnement du corps. Les chercheurs pensent que le fascia serait le chaînon manquant de bien des pathologies. Alors, comme nous l'avons déjà vu, le fascia est un réseau complexe et uniforme qui va de la tête aux pieds et de la superficie au niveau de la peau jusqu'à l'intérieur des cellules, qui forme une continuité tissulaire dans tous les corps qui interconnecte toutes les parties du corps. Un déséquilibre ou un problème dans une partie de ce réseau peut avoir des répercussions dans une zone éloignée du corps. Par exemple, une douleur locale peut avoir un impact sur le bien-être général, ou bien ça nous arrive en tant que fasciathérapeute lorsqu'on travaille par exemple sur la cheville, de réveiller une douleur au niveau de l'épaule, voilà, du coup expliqué par ce réseau facial. Alors je vais vous expliquer la terminologie, car des fois vous allez entendre parler des fascias et des fois du fascia ou système facial. L'explication, c'est en raison de ce réseau, les chercheurs pensent que le fascia est un organe à part entière. Et comme c'est continu, on peut dire le fascia. Par contre, en fonction des endroits où il se situe et le rôle qu'il a joué, sa constitution va être différente. Et c'est pour ça que l'on va parler des fascias. Par exemple, le fascia qui entoure le poumon va avoir une constitution complètement différente du fascia qui entoure les tendons, car autour des poumons, on a besoin que ça soit élastique pour la respiration. Au niveau du tendon, on a besoin que la constitution soit solide à la traction. Voilà, donc c'est important de différencier. Si des fois vous m'entendez parler du fascia et des fascias, voilà, l'explication est là. La plupart du temps, nous ne ressentons pas nos fascias lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous n'avons pas de problème majeur, car le fascia est doté d'une capacité spontanée à modifier son tonus
en fonction des émotions et des stress que l'on peut avoir dans la journée. Lorsqu'ils se manifestent à notre conscience, nous ne sentons pas nos fascias, mais nous avons mal au ventre, nous avons la gorge nouée, ou nous avons une sensation d'oppression au niveau du thorax. La crispation faciale est le centre de la tension physique et psychique. Je vous explique. Lorsque nous avons une émotion, le stress, enfin le fascia va se contracter, ou lorsque nous avons un choc physique, le fascia va aussi se contracter. Donc, c'est pour ça que le fascia est le trait d'union entre le physique et les émotions. Les chercheurs ont remarqué aux imageries que, par exemple, lorsqu'on a une lombalgie, il y a 20% d'épaississement du fascia. Donc, ça nous montre, ils en sont aussi rendus compte au niveau de la cervicalgie, entre autres. Ça nous montre que le fascia peut être impliqué dans les douleurs. Alors, lorsque l'émotion ou le stress physique est trop intense ou trop répété, les fascias ne vont pas plus réussir à se relâcher. Donc, par exemple, un stress physique aigu comme un accident de voiture, une chute, ça peut être une opération. Voilà, il y a plusieurs possibilités. En cas de stress chronique, ce sont des gestes répétés, que ce soit le sportif qui fait toujours le même mouvement, ou par exemple la personne qui va être à son ordinateur toute la journée et qui va, avec sa souris, utiliser toujours le même geste. On peut avoir des stress émotionnels aigus, comme l'annonce d'un deuil, une séparation. Voilà, ça peut être tout ce qui peut engendrer des chocs. Un stress chronique, le surmenage, un harcèlement au quotidien, que ce soit au niveau travail ou personnel. Dans des cas donc de stress, le fascia ne va pas réussir à se relâcher naturellement. On va retrouver des crispations, des adhérences ou une densification. Donc le fascia va être comme on va retrouver une sensation de pierre pour aller dans les extrêmes et pour vous faire sentir la dureté d'un fascia qui devrait normalement être spongieux et mou sous la main quand tout va bien. Ces altérations faciales vont entraîner des messages douloureux, des inflammations ou des perturbations corporelles. Donc les symptômes, c'est troubles de la perception du corps, donc une sensation de ne plus être dans son corps, une impression de dissociation. On a des clients qui nous parlent de cette sensation de ne pas habiter leur corps. Ça peut être donc des douleurs, des troubles fonctionnels à la fois digestifs, sanguins, lymphatiques. Au niveau des névralgies, on peut retrouver aussi également. Par exemple, le fascia je vais y revenir après, mais il va contracter, il va appuyer sur le nerf et du coup, ça va déclencher des douleurs de type névralgie, donc à des sciatiques, par exemple. Alors, je vais vous parler de la classification des fascias. Alors, ça paraît complexe, mais j'ai trouvé que c'était très important dans le cadre de la fibromyalgie, parce que vous allez retrouver beaucoup de douleurs que vous avez au quotidien. Le fascia superficiel qui est sous la peau, on retrouve des récepteurs antalgiques. Et ça peut expliquer aussi pourquoi le toucher doux va provoquer moins de douleur qu'un toucher approfondi. Au niveau du fascia musculo-squelettique, donc c'est le fascia qui est le sujet de recherche le plus souvent. Donc voilà, c'est ceux qui entourent les tendons, les muscles, etc. Le fascia profond, on l'appelle le fascia des émotions, car il va entourer tous les viscères, les poumons,
le cœur, au niveau du ventre. Donc, quand il se contracte, on va avoir cette sensation d'oppression. Et puis, ça peut aussi expliquer l'anxiété le fascia est contracté. Le fascia du système nerveux va entourer le cerveau et la moelle épinière, ainsi que les nerfs. Il va aussi, le nerf est aussi innervé, donc on peut avoir une tension du fascia au niveau du nerf qui innerve le nerf. Donc vous voyez, c'est complexe. Et une sciatique, ce n'est pas forcément un problème au niveau de la colonne vertébrale, mais ça peut être une compression au niveau du nerf ou, comme je vous l'ai dit, au niveau du nerf du nerf. Voilà. On peut, le fascia va aussi entourer les artères et va être aussi au niveau du système lymphatique. Donc ça explique aussi les problèmes de circulation sanguine ou d'œdème que vous pouvez aussi ressentir. Donc vraiment, les fascias sont très importants. On peut effectivement poser l'hypothèse qu'ils ont un rôle à jouer dans la fibromyalgie. Et même si ce n'est pas la cause, le fait de les relâcher, quand vous voyez tous les symptômes que vous avez, va vous soulager dans bien de vos problèmes quotidiens. Il y a eu une hypothèse au niveau de la recherche sur une possible inflammation des fascias, 2 fois, en 2010 et en 2015. J'ai pas retrouvé la suite, donc c'est resté pour l'instant juste une hypothèse, ou en tout cas je suis pas au courant de la recherche. Je vous ai mis une vidéo de fascia qui danse. Ah, si on y arrive. Ah bah non. Bon bah raté. Vous l'aurez pas. Ah si. Bon évidemment on fait pas ces mouvements-là, nous, mais encore moins ceux-là. Ben oui, exactement. Ouais. Bon, en tout cas, ça donne une idée de l'omniprésence du fascia. Hein. Voilà. La fasciathérapie repose sur la présence d'un mouvement interne qui est très lent, à l'image de d'autres thérapies comme l'ostéopathie ou la médecine chinoise qui ont aussi un mouvement qui représente l'énergie vitale de notre corps. En fasciathérapie, il est très lent. Le professeur Danny Bois, qui est à l'origine de la fasciathérapie, était ostéopathe et en travaillant au quotidien a ressenti un mouvement beaucoup plus lent. Et ça a été le départ de la fasciathérapie. D'ailleurs, les premiers ostéopathes, c'est très vieux, c'est à la fin du 19e siècle, avaient déjà dit que le fascia était certainement le lieu où on trouvait la maladie. Et ils avaient insisté sur l'importance de la circulation des liquides dans le corps. Les fascias sont crispés et donc on va chercher à redéclencher ce mouvement. Dans les cas d'épuisement comme la fibromyalgie, le mouvement est quasi inexistant et donc il est important de provoquer par une mobilisation des fascias pour restimuler ce mouvement. On va à ce moment-là poser un point d'appui, ce qu'on appelle en fasciathérapie. C'est la pierre angulaire de notre méthode. C'est un temps d'arrêt dans le corps pour permettre à votre corps de se remobiliser et de se remettre en mouvement. Souvent, lorsque vous êtes épuisé, fatigué, on est obligé vraiment de relancer et puis le point d'appui va être très long. En fait, on peut attendre des fois jusqu'à plus d'1 minute pour que le corps puisse
se revitaliser, se remettre en mouvement. Donc, il ne faut pas désespérer dans les cas comme ça de douleurs chroniques. Des fois même, ça nécessite plusieurs séances pour que vous commenciez à sentir que le mouvement revient dans votre corps. On utilise un toucher très spécifique en fasciathérapie qui permet un véritable dialogue silencieux avec le corps. Il permet un climat authentique et respectueux car on va venir se mettre à l'écoute de l'intériorité, de votre intériorité. Pour cela, on va utiliser la lenteur parce que la lenteur va nous permettre d'accéder aux perceptions, alors nous à nos perceptions et puis aux vôtres aussi, et donc de personnaliser le soin. Vous allez vous sentir plus concerné par le soin par rapport à une thérapie où on va amener une force externe. La fasciathérapie vise à solliciter de votre force interne. Donc on met les conditions en fonction de ce qu'on ressent en vous pour que votre corps se remette en mouvement. Donc souvent le client se sent beaucoup plus apaisé et se sent compris. Le fascia est au centre de la conscience du corps en raison de sa connexion au système nerveux. Ses récepteurs sensitifs sont plus nombreux qu'au niveau de la langue. Et comme le fascia, comme nous l'avons vu, est omniprésent dans tout le corps, on peut imaginer que si les fascias sont concernés, sont contractés, on se retrouve avec une dissociation entre le corps et la perception que l'on en a. Ça va entraîner une trouble de la relation à son corps et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les cas de douleurs chroniques. Les indications de la fasciathérapie sont à la fois curatifs, on vient nous voir pour des lombalgies, des capsulites rétractiles, des douleurs cervicalgies au niveau de la sphère crânienne avec des maux de tête, des céphalées, des vertiges, des troubles digestifs. On vient nous voir aussi par rapport à tout ce qui concerne la gestion du stress, des troubles du sommeil, de la fatigue, en cas d'anxiété ou de burn-out. En parlant de burn-out, on a donc des accompagnements plus spécifiques pour des périodes de votre vie, comme des périodes de deuil, de soutien dans le cadre de maladies, de naissance, ou des périodes de transformation personnelle, car lorsqu'on se ressent mieux, ça permet d'avoir plus de clarté aussi dans ce qu'on veut vraiment, voilà, au niveau du changement. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on vient nous voir pour des soutiens de pathologies chroniques, donc comme la fibromyalgie, mais ça peut être aussi de l'arthrose, de la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. Donc on va en revenir spécifiquement à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a de la chance, nous avons un collègue qui a déjà fait de la recherche sur la douleur, la fasciathérapie et la fibromyalgie en 2012. Il a suivi pendant plusieurs mois 4 patients qui souffraient de fibromyalgie et il leur a posé des questions sur la qualité de leur sommeil, la douleur et leur quotidien. Donc pour 3 personnes sur 4, on a retrouvé une amélioration du sommeil. Tous ont eu une diminution de l'obsession de la douleur. Alors le bémol, c'est certains qui ont décrit une augmentation de la douleur dans les heures qui suivaient la séance pour rediminuer et avoir un répit pendant en général 2 jours, c'est ce qui ressort le plus. Et lorsqu'on a on dort mieux et on a moins mal, et ben forcément nos relations quotidiennes, notre quotidien s'en trouve amélioré. Donc du coup, on retrouve une amélioration significative de la qualité de relations familiales, amicales et professionnelles.
Donc, j'ai noté quelques témoignages au sujet du toucher recueillis pendant cette recherche. Donc, le toucher en fasciathérapie est généralement bien toléré. Les clients se sentent respectés. Et c'est un toucher qui ne leur fait pas mal et même qui leur fait plutôt du bien, de manière générale. Je reviens sur les impacts de la douleur chronique. On retrouve très souvent une dissociation entre le corps et la relation que l'on en a. Les fascias sont contractés, c'est une protection pour fuir la douleur, car le corps n'est que souffrance. Et donc l'objectif numéro 1 du fasciathérapeute, c'est d'inviter les personnes à explorer de nouvelles perceptions corporelles et de focaliser, ressentir des sensations agréables pour les guider vers un rapport au corps plus positif. Alors, dans le cadre de fibromyalgie, ça va souvent nécessiter plusieurs séances pour découvrir des sensations agréables. Mais c'est important de réaliser que le corps peut être aussi un lieu de répit et de plaisir. Cela permet aussi d'avoir une autre vision de son corps et de le réapprivoiser. Alors, je vais citer Christian Coureau, qui est le directeur de recherche en fasciathérapie, le CERAP, qui nous dit « La perception du mouvement interne est vécue comme une expérience inédite, avec la partie vivante et positive, offrant le sentiment de se retrouver et de découvrir une partie de soi. » Ça veut dire, c'est qu'en remettant en route le mouvement interne, on va découvrir des nouvelles sensations et se retrouver qui l'on est et retrouver des sensations agréables comme je vous l'ai dit avant. Enfin, c'est en se rendant compte que l'on peut ne pas avoir mal, ça va changer complètement la perspective et la vision que l'on a de notre corps. C'est-à-dire que il y a d'autres façons de vivre que d'avoir mal en permanence. Et c'est à chacun de trouver ses solutions. Nous, les thérapeutes, et en particulier les fasciathérapeutes, nous sommes là pour vous encourager à essayer diverses thérapies, diverses activités pour que vous puissiez voir ce qui vous va le mieux à vous. En fait, il y a la fasciathérapie, mais il y en a plein d'autres aussi. L'idée, c'est que malgré les embûches et les souffrances, vous puissiez vraiment trouver votre propre chemin. Alors, je vais vous faire écouter le témoignage d'une de mes clientes. Voilà, je vous la mets. Voilà mon témoignage. Depuis 4 ans, je suis aux prises avec des douleurs je sais pas si vous entendez. quasi continues, limitant ma mobilité et ma qualité de vie quotidienne. Une fois Pardon, je suis au maximum. Utiles effectuées qui ont heureusement éliminé toute éventualité de maladie grave, une fois mise en face d'un possible diagnostic de fibromyalgie, ce fameux grand fourre-tout de douleur. Vous comprenez pas, hein? Je vais vous le lire. Mal perçu dans ce sera mieux. les soins. Je l'ai emmené, je me suis dit, si ça marche pas, je le lis. J'ai bien fait. Bon. Alors, Marie a 65 ans. Son témoignage. Depuis 4 ans, je suis aux prises avec des douleurs chroniques quasi continues, limitant ma mobilité et ma qualité de vie quotidienne. Une fois toutes les investigations médicales utiles effectuées, qui ont heureusement éliminé toute éventualité de maladie grave, une fois mise en face d'un possible diagnostic de fibromyalgie, ce grand fourre-tout de douleurs énigmatiques, handicapantes et mal perçues dans le monde des soins, et après avoir compris très vite que le médecin exercé par mon médecin de famille n'avait pas d'option pour m'aider ou pour m'orienter, j'ai pris sur moi d'observer et de chercher ce qui pourrait me soulager. Petit à petit, je suis devenue convaincue
que j'étais effectivement prédisposée à ce type de douleur que l'on qualifie parfois de psychosomatique pour évoquer la grande énigme de nos fonctionnements neurologiques subtils qui ignorent les frontières arbitraires que nous mettons entre émotion et réaction, de figement physiologique face au petit ou grand stress que j'ai, comme tant d'autres femmes et hommes, accumulés au fil de mon histoire de vie. Quand la vie me bouscule, oui, je suis tendue. Je me contracte de partout, de la tête aux pieds, et dans tout mon corps, ces tensions impriment une véritable raideur ou fixation, perceptible au toucher, mais aussi dans mes sensations proprioceptives intérieures. Et de douleur en douleur, avec leur lot d'insomnie et de découragement répétés, j'en suis venue à comprendre que mes tissus, au fil des répétitions, de stress ou de traumatisme, ont sans doute perdu leur capacité à retrouver par eux-mêmes souplesse, élasticité et fluidité. Des années de méditation quotidienne, de séances de Tony, puis de Feldenkrais, m'ont appris depuis longtemps combien des gestes simples dans la lenteur et la pleine attention corporelle peuvent contribuer à la restitution d'un état de détente et de souplesse à nouveau fonctionnel pour mes mouvements. Aussi, quand j'ai entendu parler des fascias présents dans notre corps, de leur immense et mystérieux tissage autour de tous nos muscles, os et organes, et de leurs propriétés encore mal connues au su de la science actuelle, cela s'est imposé pour moi comme une évidence. Mobiliser à répétition et patiemment mes fascias, passivement par la fasciathérapie d'une part, mais aussi activement par les étirements intégrateurs et lents suggérés par mon enseignante de Pilates, est devenu pour moi l'essentiel de ce qui contribue à atténuer mes douleurs. Et je continue toujours plus finement à observer comment marcher d'un pas doux et déroulé, où mes muscles glissent entre eux et perdent leur tendance à se raidir d'emblée. Observer pour moi-même combien parfois mes muscles sont d'emblée contractés et comprimés, comme dans un emballage trop petit, au lieu que les tissus alentour de ma musculature coulissent fluidement entre eux. Observer comme tout tendu malgré moi, mes muscles me donnent l'impression d'être perclus de courbatures, comme si j'avais randonné 7 heures d'affilée. Observer combien tout cela peut se combiner avec les contextes sociaux et émotionnels que je traverse. Aujourd'hui, je dis d'un sourire amusé, mais au fond, il y a indubitablement du vrai à cela, que mon corps est devenu allergique à toutes les formes de stress, et ce, même si des années d'accompagnement psychologique et spirituel m'ont largement pacifié avec mes traumatismes d'enfance et d'adulte. Alors ce corps fibromyalgique m'invite aujourd'hui à une extrême douceur, effectivement très peu adaptée à notre contexte socio-économique actuel, qui prône rapidité, adaptation accélérée à toutes sortes de contextes agressants, à coup de mise en tension interne incessante. Et oui, cela me demande des choix et me voilà obligée de renoncer à mes tourbillons antérieurs d'activité, au profit d'activités exercées dans la lenteur et la subtilité, au rythme même de ce qu'induit la fasciathérapie. Un luxe que je peux me permettre en tant que retraitée, mais qui, hélas, et cela me désole pour notre monde, n'est pas accessible pour des personnes plus jeunes. Voilà. Voilà mon témoignage. Ah. Comme toutes les thérapies complémentaires, nous avons évidemment comme éthique l'écoute et le non-jugement. La fibromyalgie, en particulier, avec son étiologie pas claire et encore peu reconnue par l'entourage et parfois même par le corps médical, a d'autant plus besoin de cette écoute par rapport à ses douleurs et son quotidien. Souvent, les clients sont très émus d'être avec quelqu'un qui les écoute dans leur souffrance et dans toutes leurs problématiques.
Il y a une recherche qui a montré que la relation entre son thérapeute et son client augmentait de manière significative dans le processus d'amélioration des douleurs. Donc être écouté et compris est absolument primordial. Dans le cas de la fasciathérapie, l'écoute n'est pas uniquement orale. Nous sommes bien évidemment à l'écoute au niveau manuel, car nous allons écouter encore une fois votre mouvement interne, donc votre intériorité. Donc les séances se situent allongées sur une table. Donc vous pouvez rester habillé si vous le souhaitez, car comme on travaille toutes les couches de fascia, le fait d'avoir un ou deux vêtements supplémentaires ne change rien pour nous. Nous allons fermer les yeux, nous en tant que thérapeute, et puis vous êtes invités à fermer les yeux, car ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on ressent dans votre corps. C'est pas toujours évident quand on souffre de douleur de fermer les yeux, donc des fois ça nécessite quelques séances pour réussir à se confronter à son corps qu'on avait mis de côté pendant tout ce temps. Mais voilà, il faut faire preuve de patience, ça vient. Donc la fasciathérapie nécessite des grandes qualités d'attention de la part du thérapeute. Donc nous allons utiliser une extrême lenteur, donc le toucher, parce que si on est rapide, en fait, on est au niveau de la peau, enfin là du tissu. Et en fait, plus on va travailler lentement, plus on travaillera dans les profondeurs. Je vous invite à essayer sur votre coude parce que c'est intéressant. Et comme nous l'avons vu dans le témoignage de tout à l'heure, la lenteur permet de diminuer les douleurs parce qu'on se reconnecte à son corps et ça nous permet de nous sentir mieux. Alors dans la vie quotidienne, effectivement, c'est pas facile d'être en permanence en contact avec son intériorité. Nous-mêmes, fasciathérapeutes, on n'est pas tout le temps en train de se dire attends, je ressens mon corps là. Voilà. Vraiment des moments extra quotidiens, comme on appelle ça. Donc, soit sur la table, soit en mouvement. Donc, nous avons la gymnastique sensorielle. Donc, c'est les mêmes principes que la thérapie manuelle. Donc, la lenteur. Le point d'appui, c'est les temps d'arrêt où notre corps intègre des nouvelles sensations. Ça permet aussi d'être autonome à la maison. Je vous ai fait un petit film, s'il marche, voilà, pour vous montrer l'extrême lenteur des mouvements. Donc là, vous voyez, je vais vers le haut, donc il faut le voir, hein. Ça a essayé sur soi. Et vers le bas. Donc on a les yeux fermés, hein, c'est le même principe. Donc l'idée c'est l'intention, c'est-à-dire qu'on ne se redresse pas, mais par contre on va aller viser avec la tête le plafond. Et c'est 3 allers-retours minimum pour commencer à ressentir ce qu'on a dans le corps. Donc ça apparaît anodin comme ça, mais je vous invite à essayer chez vous parce que ça détend vraiment le corps. Donc on a, je vous ai montré, voilà, 3 allers-retours. Et je voulais vous montrer aussi avant-arrière que j'ai. Non, ça c'est. Hop, voilà. Parce qu'il y a le, voilà, droite-gauche. Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est un peu trop long, hein. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de base en position assise. Après, ça se complexifie. Il y a plus des mouvements combinés. Et puis après, ça peut être aussi debout. Donc il y a toute une méthodologie pour apprendre à ressentir son intériorité.
Alors, nous avons aussi un autre outil qui s'appelle la méditation pleine présence. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que la méditation est importante en cas de douleur chronique. La méditation pleine présence est la continuité de la thérapie manuelle et de la gymnastique sensorielle. C'est-à-dire qu'on va développer la perception que l'on a de son corps, et puis ça va permettre d'être aussi autonome à la maison pour retrouver les sensations que vous aviez eues en thérapie manuelle. Alors, il y a, pour la gymnastique sensorielle et la méditation pleine présence, vous avez des fasciathérapeutes voilà, particulièrement formés et qui vont vous accompagner des fois dans des séances de groupe. Donc, je vous invite à aller sur l'association suisse de fasciathérapeutes pour retrouver les thérapeutes qui font ces séances. Et pour la méditation pleine présence en particulier, en fait, il y a une méthodologie particulière qui a été mise au point il y a pas très longtemps. Voilà, vraiment, c'est très progressif pour apprendre à méditer et puis pour apprendre à ressentir son mouvement et son intériorité. Alors, nous avons un autre témoignage. On va voir si celui-là, vous l'entendez, sinon je le lirai. Je suis Céline Dalléry, fasciathérapeute dans le canton de Genève. Voici un témoignage d'une de mes clientes qui est atteinte de fibromyalgie et dont je vais vous lire son témoignage. Je suis Madame Z, née en décembre 1943. Je suis mariée et j'ai 3 enfants adoptés. J'ai aujourd'hui 80 ans. La fibromyalgie a été diagnostiquée en 2003 par le docteur Rostand, rhumatologue. J'ai eu dans mon enfance de nombreux problèmes digestifs, des opérations multiples au niveau de la sphère abdominale et de nombreuses douleurs depuis très longtemps, avec des énormes difficultés à digérer. Durant ma vie, j'ai été professeur de physique et actuellement je continue de travailler moins, mais je continue à écrire des livres pédagogiques ou à faire des formations pédagogiques dans les écoles de formation professionnelle. Les traitements que je suis sont de moins en moins de médicaments car je suis très souvent intolérante. Les douleurs sont traitées avec diverses pommades et je suis suivie régulièrement en auriculothérapie et en fasciathérapie. Je marche tous les jours à peu près 5000 pas par jour. Je suis sensible au stress, je dors relativement mal, souvent avec des grandes fatigues, et je suis très sensible aux émotions, aux événements mondiaux et au réchauffement climatique, au bruit, aux grosses chaleurs. La fasciathérapie, ce qu'elle m'a apporté. Je l'ai essayé à la demande express du docteur Rostand qui m'a dit « Vous me refusez beaucoup de médicaments parce que vous ne les supportez pas. Je vous demande d'essayer la fasciathérapie. » Mon expérience. Avantage de la fasciathérapie par rapport à la physiothérapie. La fasciathérapie se fait en douceur. Le fibromyalgique ne connaît son corps que par la douleur. Le toucher lui provoque une douleur. Son corps est toujours très douloureux. Souvent, cela l'empêche de marcher, mais aussi de dormir et même parfois de vivre. La fasciathérapie libère ces différentes tensions. J'ai remarqué, peu à peu, que c'était comme si mon corps s'élargissait. Peu à peu, j'ai pu ressentir autrement mon corps, me sentir respirer, ce qui n'était pas le cas avant. C'était comme si j'avais un autre corps. Quand un médecin me demandait « Détendez-vous », ma question était « Comment dois-je faire ?» Peu à peu, je peux sentir mes jambes de l'intérieur. C'est un très grand progrès. Pour moi, la fasciathérapie est un traitement indispensable. Je l'utilise en complément à un régime alimentaire strict, à de l'auriculothérapie, à la psychiatrie car c'est une maladie démoralisante. Je ne prends plus aucun médicament toxique comme Deanxit ou Lyrica ou autres, le moins possible de paracétamol,
et j'ai une forme qui étonne les médecins. Même si moi, je trouve que c'est une maladie handicapante, on ne sait jamais quelle sera sa forme. Cela fait plus de 20 ans que le diagnostic a été posé. Alors en conclusion, donc la fibromyalgie a une pathologie qui n'est pas claire, mais vous êtes perclus, les clients sont perclus de douleur. La fasciathérapie, comme les autres thérapies complémentaires, a pour ambition de vous aider à développer la perception de votre corps et de vous accompagner dans la résilience et dans la recherche de ressources pour vous sentir mieux dans votre corps. Pouvoir vous-même tester ce qui vous fait du bien ou non. Et enfin, pour retrouver un quotidien avec moins de douleur. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller sur le site asfascia.ch pour retrouver toutes les adresses de fasciathérapeutes. Et sur méthode-fasciathérapie.com, c'est un blog où j'ai écrit des articles pour faire connaître la fasciathérapie. Je vous remercie.